c'est pour moi un plaisir d'être ici pour vous parler des projets qui nous animent, des projets de valorisation des biogaz. Chez Waste Management, pour nous, c'est très stimulant avoir des projets innovateurs comme ça, de travailler avec des partenaires de choix comme les gens de Roland et les gens des Serres de Mers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Waste Management, on est la plus grande compagnie de gestion de matières résiduelles en Amérique du Nord. Waste Management, c'est en fait 39 000 employés qui sont partout en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et c'est des opérations de collecte, de transport et d'élimination et valorisation des matières résiduelles. Bon an, mal an, Waste Management est en mesure de recycler 15 millions de tonnes de matière. Aussi, sur nos propriétés, on a 10 000 hectares de terrain qui sont réservés à la préservation des habitats fauniques via le Wildlife Habitat Council. Mais la raison qui m'amène ici aujourd'hui, c'est parce que Waste Management est aussi une entreprise de production d'énergie. Donc, à travers nos différents projets, on produit une quantité équivalente à la consommation de 500 000 foyers. On a d'ailleurs 134 projets de valorisation des biogaz. Parmi ces projets-là, on a l'utilisation directe dans des procédés industriels, comme le projet qu'on a avec Papier Roland. On a la transformation en électricité, comme on fait à Drummondville. Puis on a aussi la liquéfaction. Dans certains de nos sites, on transforme les biogaz pour pouvoir les utiliser comme carburant dans nos flottes de véhicules. On a aussi d'autres procédés dans lesquels on est impliqué. On fait de la gazéfication, du spec fuel et aussi dans l'énergie solaire. Pour vous parler plus précisément du site de Sainte-Sophie, le site de Sainte-Sophie a été acquis en 1997 par Waste Management. C'est un site qui est en opération depuis les années 64. À travers les années, nous, on a reçu près de 22 millions de tonnes de matières résiduelles à ce site. Actuellement, le site est autorisé à recevoir 1 million de tonnes par année. Puis, c'est sûr que Waste Management fait toujours face à ses responsabilités sociales. Donc, à travers les années, on a tenu plus de 60 rencontres avec le comité de citoyens, le comité de vigilance, qui est en fait le chien de garde du site. Puis, on a aussi, on maintient toujours notre appui aux initiatives communautaires. On a aussi mis en place un fonds d'investissement agricole. Donc, à travers les années, Waste Management a injecté en fait 700 000 $ dans un fonds d'investissement agricole qui a permis à 11 projets de voir le jour. Puis ces projets-là ont généré 9 millions d'investissements dans la région des Basses-Laurentides. Et aussi, bien sûr, on a des ententes avec la municipalité hôtesse et les municipalités environnantes aussi. Par forme de redevance, on contribue au bien-être financier de nos communautés hôtesses. Au début des années 2000, Waste Management était à la recherche d'un projet de valorisation. Bon, il y avait des quantités importantes de gaz qui étaient dégagées à partir du site de Sainte-Sophie. Donc, Waste était à la recherche d'un projet majeur qui pourrait contribuer à l'essor économique de la région. À ce moment-là, on était à la recherche d'un partenaire solide, qui avait les mêmes valeurs de développement durable que Waste Management. Puis, ça allait de soi à ce moment-là de travailler avec les entreprises Cascade, qui étaient représentées par les frères Lemaire, qui sont des leaders inspirants, toujours à l'affût des nouvelles technologies. Donc, le projet a été dévoilé en 2004 pour être inauguré en 2005. Et depuis déjà 12 ans, depuis janvier 2005, nos biogaz de Sainte-Sophie sont valorisés à l'usine de Papier Roland à Saint-Jérôme. Pour vous parler un peu plus du captage des biogaz, un peu plus technique, Waste Management a l'obligation, comme l'a dit Christine tantôt, de capter et de détruire les biogaz.
Chez Waste Management à Sainte-Sophie, on fait la collection et la destruction des biogaz depuis le début des années 90, malgré le fait que le règlement l'exige seulement depuis 2009. À Sainte-Sophie, on a deux types de puits de captage des gaz. On a des puits verticaux et on a des puits horizontaux pour un total de 245 puits actifs sur le site, excusez. Puis, tous ces puits-là sont reliés à un réseau de collecte qui achemine les biogaz vers une station de pompage qui va permettre la valorisation des biogaz à l'usine de papier Roland, et les surplus, eux, sont détruits via deux torchères à flamme invisibles. Les puits de captage verticaux, en fait, eux, sont installés quand une cellule est complétée. Donc, quand on a terminé la mise en déchet dans une cellule, à l'aide d'une foreuse qui a été développée expressément pour les puits de gaz, on va venir forer un puits dans la masse de déchets, un puits de 1 mètre de diamètre environ, dans lequel on va venir insérer une conduite perforée. Puis, le puits va être rempli de pierres nettes. Ce puits-là est scellé avec de la bentonite pour s'assurer qu'on ne va pas soit aspirer de l'oxygène parce qu'on est le plus agressif possible au niveau de l'aspiration des biogaz, ou sinon émettre du biogaz à l'atmosphère. Ce système-là est relié, les puits en fait sont reliés à un système de collection qui va acheminer les gaz vers la station de pompage. Comme je le disais aussi, on a des tranchées horizontales. Les tranchées horizontales, elles, sont installées au fur et à mesure que la cellule va évoluer. Donc, au fur et à mesure qu'on met des déchets dans une cellule à différents niveaux, on va venir creuser des tranchées horizontales, tranchées qui ont environ 1 mètre par 1 mètre. Et là aussi, on vient mettre une conduite perforée, ainsi que de la pierre nette pour s'assurer une collection optimale des biogaz. Ici, vous pouvez voir les installations de captage. Donc, à gauche, si le pointeur fonctionne, oui. Ici, c'est nos équipements de pompage des biogaz. Donc, on a des soufflantes ici qui vont aspirer les biogaz à travers toute la masse de déchets qu'on a à Sainte-Sophie. Puis, on a les 2 torchères qu'on veut utiliser le moins possible qui servent à détruire les surplus de biogaz qui ne sont pas valorisés. En gris et bleu, c'est les installations de Gaz Métro. Gaz Métro qui est un partenaire dans ce projet-là, pour qui le rôle est de compresser et transporter le biogaz chez notre partenaire Roland. Donc, via un pipeline de 13 km, le gaz est compressé à 1000 kPa pour être acheminé à l'usine de papier Roland. Le débit moyen va varier avec les saisons, bien sûr, et d'environ 8500 m3 pour un total de biogaz transporté, valorisé à travers l'année de 71 millions de mètres cubes. Je vais inviter M. Raymond, Pierre-Michel à prendre la parole, qui va vous donner plus de détails concernant les opérations de Roland. Bonjour, Pierre-Michel Raymond des entreprises Roland. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet que j'ai à cœur qui fait en sorte que j'ai probablement encore un emploi aujourd'hui. C'est devenu avec les années notre marge de profit dans un domaine très compétitif où la compétition est féroce. Je vais vous présenter en premier l'usine, les caractéristiques de la centrale thermique, l'ampleur de notre consommation énergétique, l'étendue du projet, les différents défis, les bienfaits aussi qu'on rencontre aujourd'hui, puis les différents développements qui sont possibles. Les entreprises Roland, c'est 250 employés situés à Saint-Jérôme. C'est un chef de file en matière de papier recyclé sécuritaire. On produit plusieurs papiers que vous utilisez au quotidien, par exemple, que ce soit vos passeports canadiens, que ce soit le papier d'impression du gouvernement du Québec, des chèques de banque. On produit beaucoup de papiers pour différents pays d'Amérique du Sud, par exemple, qui sont de plus en plus émergents et qui sont de plus en plus des grands consommateurs de papier. On possède 3 machines à papier qui sont en opération depuis le début des années 40-60. C'est 450 tonnes de papier fin par jour qui sont produites à notre usine.
Les caractéristiques de la centrale thermique, le procédé de fabrication du papier est un procédé extrêmement énergivore en termes de séchage, en termes d'application de force mécanique. On a un besoin thermique annuel de 1,3 pétajoules fois 10 à la 15, qui équivaut à 42 MW annuels. On utilise 2 combustibles, que ce soit le biogaz comme combustible primaire, puis ensuite le gaz naturel qui vient en renfort lorsqu'on vit des avaries avec le système de biogaz. L'utilisation de la vapeur principale, on parle de séchage du papier, le chauffage d'usine, primairement. On a 4 chaudières en opération, 2 bicombustibles, 2 au gaz naturel. On a une capacité moyenne de génération de 63 500 kg, c'est l'équivalent de 140 000 livres-heure à 125 livres. On consomme annuellement 31 millions de mètres cubes de biogaz non raffiné par année. L'étendue du projet, c'est un projet qui a été lancé, comme Simon le disait, en 2004, un coût de 10 millions qui a été partagé par les 3 partenaires jusqu'à hauteur de 8,8 millions par cascade à l'époque et de 1,2 millions par gaz métro. Les 3 partenaires ont, par exemple, comme Simon le disait, Waste Management qui effectue la valorisation du biogaz, Gaz Métro qui effectue la compression, le transport jusqu'à l'usine, l'odorisation aussi. Cascade qui nous le consommons. Maintenant, les entreprises Roland, anciennement Cascade, on consomme le biogaz pour en faire de la vapeur à l'usine. Comme Simon le disait, un pipeline de 13 km qui s'étend du site d'enfouissement qui passe par la 15, si vous êtes familier avec le coin, jusqu'à notre usine de Saint-Jérôme. Le retour sur investissement initial était de 4 ans. Le projet, finalement, a eu un retour de 2 ans dû aux fluctuations du marché du gaz naturel à l'époque. Les différentes responsabilités, comme je le disais dans le projet, Cascade a dû installer une nouvelle chaudière et effectuer la conversion d'une des chaudières existantes. C'est un projet qui a été poussé extrêmement rapidement. On avait un délai de mise en marche de 6 mois. Ça a demandé beaucoup d'efforts des 3 partenaires. La mise en service initiale a été faite en 2005. Vous voyez ici certaines photos là, du projet. En haut à gauche, on voit le poste de compression de gaz métro qui comporte 4 compresseurs de 2700 m3/h, la mise en place du pipeline, l'installation de la chaudière à notre usine de Saint-Jérôme. On a dû utiliser une des plus grandes grues au Canada afin de mettre la chaudière dans nos bâtiments. Les différents défis du projet. C'est sûr que la réalité des 3 partenaires vient toujours jouer, vient toujours nous impacter au quotidien. Gaz Métro n'ont pas prévu de faire vivre un projet comme celui-là dans le temps initialement. Il n'y avait pas l'expertise initiale d'effectuer la compression, le transport. C'est toujours une équipe spécialisée, c'est toujours du cas par cas. C'est sûr que ça complexifie beaucoup la relation au quotidien, ça complexifie beaucoup la consommation. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de fluctuations dans notre réseau de biogaz. Le nettoyage des chaudières est fréquent. Et là, comme on le disait, le biogaz n'est pas traité plus qu'il le faut. C'est seulement une filtration qui est réalisée. Ce qui fait en sorte que, oui, le biogaz contient beaucoup de H2S. Ça acidifie énormément nos produits de combustion. On a des problèmes avec des récupérateurs, par exemple, de chaleur à contact direct qui étaient déjà en place. Les différents défis aussi, on en parlait là, au niveau de la loi. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au projet. Présentement, comme je le disais, c'est notre marge de profit, c'est nos bénéfices, c'est nos emplois. On ne sait pas à quoi s'attendre dans les prochaines années, advenant ce qui va arriver avec le projet. Donc, vous voyez ici la courbe de dégradation. C'est un document qui a été produit justement au début du projet, là, dépendamment si Gaz Métro, Waste Management obtenait l'agrandissement du site. On peut voir que le site peut générer maintenant jusqu'en 2022 et plus sans problème, comme Simon le disait, là, de 15 à 20 ans. Je qualifie, tu présentes ton graphique étant la courbe de génération du site. Du site d'enfouissement qui a été produite par Gaz Métro, je crois, à l'époque, dans ce cas-là. On voit là, la ligne en vert, ça représente notre consommation en BCF là, par année. On peut voir qu'on reste bien au-dessus de ces limites-là jusqu'en 2022 sans problème. C'est un projet qui est difficile au niveau contractuel. Ça demande de la négociation constante. Gaz Métro n'avait pas l'intention de développer plus qu'il faut le projet. Donc avec eux, c'est toujours à renégocier régulièrement là, les différentes ententes, cette application. Il y a beaucoup d'interfinancement qui est fait au niveau de ce projet-là.
Les différents bienfaits pour notre entreprise, ça fait de sorte qu'on est un des producteurs de papier ayant la plus petite empreinte écologique en Amérique du Nord. Le projet a permis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 70 000 tonnes, l'équivalent de soit 23 000 voitures compactes. On a obtenu grâce à ça l'indépendance énergétique au niveau des combustibles. On est beaucoup moins propice à la variation des prix de combustible, comme par exemple avec le gaz naturel. C'est des contrats long terme qu'on a avec Gaz Métro, ce qui fait en sorte que notre prix de combustible est très stable et qui n'est pas propice à la variation que peut connaître le gaz naturel, par exemple. C'est un projet qui a permis de réduire notre facture énergétique de plus de 35 %. Avant le biogaz, en fait, vous utilisiez du diesel? Du mazout et du gaz naturel, oui. Le graphique qui est ici là, présente notre facture énergétique, là, c'est non chiffré. La mise en marche du projet en 2005, et ensuite, vous pouvez voir que les prix ont resté stables jusqu'à notre acquisition en 2014 par HIG, qui est un groupe d'investisseurs qui a permis d'augmenter à son niveau maximal notre productivité. C'est un projet là, qui s'allie directement aux 3 valeurs du développement durable. C'est un projet qui a permis de sécuriser des emplois dans une industrie difficile, surtout à 40 minutes de Montréal. De faire du papier, c'est quand même un exploit encore aujourd'hui. Ça a permis de réduire notre empreinte écologique un maximum pour nous faire de nous un chef de file en termes de production éco-responsable. Le prix du combustible stable et puis la faible facture énergétique annuelle, c'est quelque chose, comme je le disais, qui nous tient en vie encore aujourd'hui. Le papier est déjà un procédé qui est bien intégré au niveau environnemental. On effectue la collecte, par exemple, du papier au niveau recyclage. Ça a permis pour nous de fermer la boucle écologique qu'on vit à l'usine, que ce soit de la production jusqu'à la récupération et la combustion du biogaz. Un autre avantage d'après un sondage interne, certains clients acceptent de payer plus pour notre papier, étant donné notre empreinte écologique très faible, notre profil éco-responsable. J'ai des exemples ici, des jardins CEPAC qui nous ont donné le droit de les présenter. Ça a permis, avec le projet, de nous afficher comme un consommateur de biogaz, quelque chose qui était innovateur à l'époque. Vous voyez ici certains de nos logos qui font de nous un producteur éco-responsable, on est fiers de notre papier et de la façon qu'on le fait. On respecte, par exemple, les forêts en utilisant des papiers recyclés. On a un procédé qui est sans chlore. On a beaucoup de papiers recyclés. Puis on peut voir ici, on a créé un logo Biogaz Énergie qui certifie que notre papier est fabriqué en majorité avec du biogaz. Comme je l'ai dit, ça nous permet de renforcer notre identité visuelle. On a créé un logo en fonction de notre consommation. Je vais vous présenter une petite vidéo là, Le papier que vous utilisez est-il fabriqué avec une énergie verte? Contrairement aux papetières qui utilisent de l'énergie provenant du charbon ou du nucléaire, les entreprises Roland utilisent une énergie renouvelable, le biogaz. Le biogaz est généré par la décomposition des déchets du site d'enfouissement de Sainte-Sophie. Il est collecté et compressé par un système de purification, puis acheminé vers l'usine de fabrication des entreprises Roland par un pipeline de 13 km. Le biogaz comble 93% des besoins en énergie de l'usine et permet de réduire ses émissions de CO2 de 70 000 tonnes annuellement, l'équivalent de 23 000 voitures compactes. Le biogaz est un projet durable qui permet de réutiliser des ressources locales et abondantes qui seraient perdues si non utilisées. Réduisez votre empreinte écologique. Choisissez un papier recyclé à partir d'énergie biogaz. Le projet comporte encore plusieurs développements, encore plusieurs opportunités. On vise à augmenter le plus possible la capacité du pipeline en travaillant en partenariat avec Waste Management pour en augmenter sa qualité au maximum. Simon parlait de 52 %. On essaie de viser de notre côté le plus possible 54, 540 BTU par pied cube. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la fiabilisation du poste de compression. C'est quelque chose sur quoi Gaz Métro travaille au quotidien. On vit beaucoup de problèmes au niveau de nos arrêts planifiés. C'est toujours un défi d'essayer de coordonner le tout avec Gaz Métro. On a des arrêts de production. On essaie de coordonner avec eux leur entretien mécanique des compresseurs. Il y a beaucoup de mesures d'efficacité énergétique aussi qui restent à mettre en place. On est une vieille usine avec des systèmes qui datent.
Puis on pourrait penser éventuellement à une mise en marché de notre vapeur pour fournir certains sites avoisinants justement l'usine afin de produire de la vapeur à faible coût puis d'en faire bénéficier d'autres personnes étant donné notre surcapacité. Vous pouvez voir ici notre profil de consommation là, au cours des dernières années au niveau de nos types de carburant. Vous pouvez voir que le projet a évolué dans le temps et qu'on consomme de plus en plus de biogaz avec les années, jusqu'à une somme d'environ 93% aujourd'hui de notre facture thermique. Le projet a bien évolué, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, plusieurs correctifs qui ont été mis du côté de Gaz Métro, de Waste Management, afin de viabiliser le plus possible le poste. Comme je le disais, c'est un projet innovateur à l'époque qui nous a permis de conserver des emplois de qualité dans la région des Laurentides. Il y a un grand potentiel de notre côté de développement futur pour développer le projet de la mise en place de mesures d'efficacité énergétique. C'était au diapason de nos valeurs socio-écologiques. Mais par contre, on se questionne par rapport à la durabilité. L'évolution dans le temps, c'est quelque chose qui nous insécure un peu, qu'on doit se questionner afin de s'assurer de conserver ce beau projet-là en marche. Bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Jacques Demers, alors je suis le président, directeur général d'une compagnie qui s'appelle Production Horticole Demers, ici à Lévis, sur la Rive-Sud. Et on a maintenant des tentacules à Drummondville, mais essentiellement, on a toujours œuvré dans la région, production de légumes de serre, principalement tomates, et aussi on a été, et on l'est toujours encore, dans la production de petits fruits à l'extérieur, fraises et framboises. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Alors, Simon a bien mis la table sur ce qu'on a fait avec Waste Management, donc un partenariat à partir de nos valeurs, de nos objectifs aussi de développement d'entreprise. Et on a en 2012 installé une serre à proximité de la centrale de production d'électricité pour profiter, bien entendu, de la chaleur qui était disponible suite à l'opération de production d'électricité. Et on le fait, bien entendu, parce que on a un avantage compétitif. Le coût de chauffage dans une serre, c'est quand même un coût important. On parle de 25% normalement d'une production de production d'énergie, du coût de l'énergie. Alors, c'est une des plus grosses dépenses là, suivant la main-d'œuvre de production. Alors, ce que Demers est exactement, on est situé sur 4 sites. Alors, on a une serre à l'Assomption, on en a une à Drummondville, on a 2 sites de production du côté de Saint-Nicolas-Lévis, maintenant rendu à plus de 200 employés. Actuellement, nous avons au total 6,5 hectares de surface de serre. C'est une grandeur quand même raisonnable pour un Québec. On reste quand même un petit joueur sur l'échiquier international et particulièrement nord-américain. Mais pour nous, quand même, d'avoir un complexe de 3,2 hectares à Drummondville, c'est un équipement intéressant qui est à la hauteur des dernières technologies disponibles dans le marché. Alors, voici quelques chiffres. 3,2 hectares, technologie, 80 000 plants de tomates qui sont là, 2000 tonnes de produits distribués sur les marchés locaux principalement, un petit peu du côté américain, mais essentiellement dans les grandes chaînes d'alimentation du Québec. 12 mois par année. Oh, j'ai reculé maintenant. Okay. Est-ce que j'ai reculé? Ben oui. Okay, c'est bon. Merci. Alors, peut-être un petit point technique. Une serre, et c'est pas particulier à la nôtre, c'est le modèle qui est reconnu partout sur la planète. Généralement, elle est chauffée avec de l'eau chaude. Donc, une circulation d'eau chaude sur des tuyaux dispersés dans la serre de différentes façons, mais essentiellement, c'est la méthode qui est la plus utilisée et la plus profitable. Et en plus d'utiliser les tuyaux d'acier pour faire la circulation de l'eau chaude, bien, on mécanise aussi les opérations de production à l'intérieur de la culture. Ce que vous voyez ici, c'est une rail de production dans laquelle circule de l'eau chaude et aussi qu'on va utiliser des chariots électriques pour se déplacer et faire les opérations de culture de façon efficace dans la serre. Donc, encore une fois, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons d'amener l'eau chaude à la plante. On le voit ici, il y a aussi un tuyau de chauffage qui est installé dans la culture comme telle pour améliorer la gestion de la production. Alors, je fais peut-être un petit recul. À partir de la centrale de production d'électricité,
On est simplement couplé sur les moteurs, donc on vient, si vous voulez, bypasser le radiateur au bon moment, lorsqu'on a besoin d'énergie, et les échangeurs font le travail par la suite pour acheminer l'eau chaude à la serre, qui est à environ 800-900 mètres du site de production d'électricité, et cette eau chaude-là est emmagasinée à nouveau dans un réservoir de chaleur pour, bien entendu, répondre aux besoins rapides de besoins d'énergie de la serre, parce que, bon, d'un côté, on a une centrale de production d'électricité qui produit des mégawatts de chaleur d'une façon constante, 24 heures sur 24, mais les besoins de chauffage de la serre, eux, sont oscillants là, sur une base de 24 heures. Donc, c'est important qu'on ait un tampon et qu'on soit capable un buffer, qu'on soit capable de bien gérer la chaleur et maximiser, bien entendu, ce qui est disponible comme chaleur, comme énergie. Système de chauffage, encore une fois, on l'a vu au sol, on l'a vu dans la culture, mais on l'a aussi aérien pour que la serre puisse profiter là, de cette chaleur-là pour se débarrasser de la neige en période hivernale, parce que c'est bien sûr c'est un problème, il ne faut pas qu'il y ait d'accumulation de neige sur la structure, compte tenu du poids et surtout du blocage de la lumière. Donc dans une serre, ce qui nous importe en priorité, c'est la quantité de lumière que nous recevons pour la plante. C'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous donne des kilos en bout de ligne. Alors, 1% de plus de lumière, c'est 1% plus de kilos en fin de production. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a un réservoir de chaleur qui accumule 2 millions de litres d'eau pour suffire aux éléments de fluctuation de température et d'amener de chaleur. Dans la serre, bien, on a, écoutez, c'est une serre moderne, on parle d'une serre de 3,2 hectares, donc 32 000 mètres carrés ou 350 000 pieds carrés. C'est un recouvrement de verre, c'est une serre en acier, c'est une méthode de production hydroponique avec tous les contrôles informatisés que ça nécessite pour, bien entendu, obtenir le maximum de productivité et d'offrir des produits à un prix compétitif. On a aussi une ligne d'approvisionnement de biogaz directement du site des surpresseurs qu'on a vu tout à l'heure de Waste Management. Alors, en sécurité et en période de pointe, on utilise aussi une certaine quantité de biogaz pour suffire à l'approvisionnement en énergie de la serre. Alors, la serre est équipée de couverture thermale, ce qu'on voit du côté droit complètement. Donc, c'est un item essentiel dans la production. C'est une toile essentiellement qui se déploie la nuit lorsqu'on est en période hivernale, comme c'est ainsi, pour diminuer la dispersion de la chaleur et bien sûr profiter diminuer le coût de chauffage de la serre. Le verre n'étant pas un très bon isolant, il est très bon pour transmettre la lumière, mais pas un bon isolant. Donc, ça prend absolument ce genre d'équipement-là. Aussi, grâce dans le fond, dans le projet qui était initialement proposé et la vision qu'on voulait en avoir et qu'on voyait comme développement, c'était aussi l'utilisation de l'éclairage de croissance. Donc, au Québec, on ne reçoit pas suffisamment d'énergie lumineuse durant la période hivernale, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, février, une partie de mars aussi, pour obtenir des plants en croissance et qui sont matures et d'offrir des fruits. Alors, on reçoit suffisamment d'énergie pour faire croître des jeunes plants, mais pas pour maintenir une production avec des plants qui sont matures. Alors, ça prend un minimum de joules pour maintenir une production ou un plant en santé. Alors, c'est là qu'on a l'obligation d'utiliser de l'éclairage de croissance supplémentaire pour pallier au manque de lumière. Et au Québec, on a un avantage quand même très intéressant si on peut avoir des tarifs électriques qui nous sont un peu plus favorables que les tarifs de la compétition. Ça nous permet vraiment de produire dans une fenêtre hivernale où les marchés sont aussi plus favorables. Alors, dans les gains énergétiques, écoutez, on a une réduction de consommation d'énergie, on en a parlé par les couvertures thermales. Le fait de chauffer la serre avec les résidus de chaleur de la centrale, bien c'est l'évitement, si vous voulez, d'approximativement 2 millions de litres de combustible fossile, essentiellement de l'huile dans cet exemple-là.
On a une production de 12 mois, une présence de 12 mois sur les marchés, ce qui n'est pas négligeable. Il y a une valorisation en bout de ligne de 37 millions de mètres cubes de biogaz. Juste pour cette première phase-là, on a une réduction de 15 000 tonnes d'équivalent CO2. Donc on parle de 3 300 véhicules retirés de la route. Vous voyez ici les produits qu'on offre sur les marchés. Alors on est quand même assez présent et on va l'être de plus en plus. Vous allez avoir la chance de voir encore plus nos produits sur le marché du Québec dans les prochains mois. Parce que, le premier investissement qu'on a fait, incluant la centrale de Waste Management, c'était tout de même 25 millions d'investissement pour la ville de Drummondville, qui est quand même considérable, une création de 50 nouveaux emplois. Et, pour nous, ça augmentait de 50% notre volume de production sur les marchés du Québec. Encore une fois, j'ai dit que ça permettait d'avoir des produits locaux et donc indirectement de couper l'importation de produits qui sont en provenance essentiellement du Mexique. Alors encore là, il y a des gains environnementaux intéressants à avoir. Protection de l'environnement, efficacité économique. C'est certain, comme je vous disais tout à l'heure, qu'une entente comme on a eu avec Waste Management, et je dois le souligner, qui ont toujours été très collaborateurs, et c'était un projet qui était gagnant-gagnant dans les deux sens. Pour nous, c'était bien entendu d'avoir un coût moindre d'énergie pour l'ensemble de la production de cette serre-là. Tout de même, se déplacer et d'aller à proximité de la serre, ça prend des partenaires sérieux. Et il fallait bien entendu avoir une entente là, sur du long terme qui nous permettait de rassurer les investisseurs chez nous et de s'assurer que dans 5, 10, 15, 20 ans, on sera encore capable de chauffer cette serre-là avec les résidus de biogaz. Alors, dès les premières années, on a quand même eu un bon succès au niveau rentabilité économique du projet de la phase 1 et tout récemment, on a annoncé un développement d'une phase 2 qui consiste essentiellement à réinvestir 25 millions de dollars pour une serre 2 fois plus grande et ainsi faire une serre de 10 hectares au total de production sur un même site, un même tenant. Et encore une fois, de maximiser l'énergie qu'il y avait de disponible chez Waste Management et d'en faire un projet encore plus viable à long terme. Alors, comme je vous disais, on est en construction actuellement d'une deuxième serre sur le même site, tenant à la première. On ajoute 7 hectares de production de tomates aussi. Et par le fait même, on va ajouter 5000 tonnes de produits annuellement sur les marchés du Québec, essentiellement. Est-ce qu'il va y avoir encore de la capacité au niveau du biogaz pour continuer à vous chauffer? Oui. Mais là, avec 10 hectares, ça complète le site, c'est complet. Autant au niveau de l'espace que de la disponibilité de l'énergie. Mais 10 hectares, c'est quand même une belle unité de production pour qu'on ait accès à tous les équipements et à toutes les économies d'échelle qu'on a besoin pour réussir à être compétitif dans le marché. Encore là, on ajoute une réduction de 26 000 tonnes de GES juste en faisant ça, en évitant d'aller chercher des combustibles fossiles. Voilà. Donc, ça complète ma présentation.